Ça, c'est du générique. Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence sur les impacts de l'IA, l'intelligence artificielle, dans l'enseignement supérieur. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'avec ce sujet-là, moi, j'en fais une tous les 15 jours, une conférence sur ce thème. Eh bien, on ne dit jamais la même chose parce que ça évolue à une vitesse incroyable. Alors, on se demande évidemment comment vont évoluer les usages, quelles seront les pratiques, comment se dérouleront les cours. Est-ce qu'on va remplacer les profs? Après tout, hein, il peut y avoir un avatar, quelqu'un qui pourra parler. Autant de questions, évidemment, qui submergent nos académiques sur ce thème. Sophie Agulon, vous êtes de Paris 8 de Vincennes-Saint-Denis, maître de conférence, et vous avez un livre d'ailleurs. Non, pas de mots pour le moment, je fais la présentation. Vous avez un livre dans les mains, vous pouvez nous le présenter, puisque c'est un ouvrage collectif que nous présentera également Olivier Delagarde à votre gauche. J'en profite d'ailleurs. Olivier Delagarde, président du Collège de Paris, qui a lancé l'idée de ce livre sur l'IA éducative, avec des contributions de plein de personnalités. Je vous recommande la lecture pour avoir véritablement comprendre un peu les enjeux, évidemment, ce qui se présente devant nous et la grande transformation qui s'annonce. Donc j'ai présenté Sophie et Olivier et Olga Damiron, qui est DRH de Ventiva. Ventiva, on connaît, évidemment, pas tant que ça, mais on connaît les marques. Je vous laisse en deux mots rappeler qu'est-ce qui se cache derrière cette marque. Donc derrière Ventiva, il y a un nom un peu plus historique qui est Technicolor, mais dont on s'est séparé en septembre 2022. Et en fait, Ventiva, aujourd'hui, s'est reconcentré sur les solutions portées aux opérateurs pour amener de la connectivité dans toutes vos maisons. Donc, que ce soit on fabrique, on design les box que vous avez à la maison, mais pas que, les répéteurs et tout ce qui fait qu'on assure une connectivité partout dans le monde, dans toutes les maisons. Et aussi des activités historiques, CD, DVD, vinyle. Ça marche bien. Bah oui, ça remarche, les ça collecteurs. remarche. Bah oui. Donc voilà. J'ai même acheté un vinyle alors que j'ai pas de platine, pour vous dire comme quoi. Pardonnez-moi, ça n'a aucun intérêt ce que je raconte, mais c'était moi. Allez à la Fnac, il y en a des très bien. Je suis passé devant un disque qui m'a rappelé plein de bons souvenirs. Alors on verra avec vous, parce qu'il y a des représentants du monde académique, on verra avec vous un peu les impacts RH et comment vous vivez cette transformation. J'ai Vincenzo Visi à ma gauche, qui est le directeur général de l'ESSEC. Bienvenue Vincenzo. Merci, bonsoir à toutes et à tous. On parlera, parce que l'IA, vous l'avez mis au cœur de la pédagogie avec... alors, je vais reprendre le nom. La stratégie RISE. Le Metalab. Le Metalab, voilà, je cherchais, mais je ne voulais pas écorcher le nom. Le Metalab, qui est un groupe de réflexion que vous avez monté au sein de l'école et qui permet déjà de dessiner les contours de ce que pourrait être le digital et l'IA dans une grande école. Nicolas Glady, qui est à l'extrême gauche, c'est un... Juste ici. Il est sur ce plateau à l'extrême gauche, voilà. Je ne présente. Bref, patron de Télécom Paris, la grande école d'ingénieurs. Alors là, si vous me l'avez dit quand on préparait cette table ronde, l'IA, c'est le cœur de la machine. 80% de vos diplômés, ils sont dedans, en fait. Tout le monde est déjà dans l'IA, et déjà depuis longtemps d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années que Télécom Paris est la première école d'ingénieurs du numérique. Et aujourd'hui, l'IA, effectivement, ça représente 80%, grosso modo, des élèves que nous diplômons. Un exemple d'un doctorant, par exemple, de chez nous, c'est Luc Julia, qui a créé Siri et qui aujourd'hui dirige l'IA pour Renault. Et qui est milliardaire, accessoirement. Mais c'est là où on voit que l'extrême gauche, parfois... Et Télécom, finalement, ça porte assez mal son nom. C'est ce que vous me disiez quand on préparait. On fait assez peu de Télécom, finalement. On fait beaucoup de plein d'autres choses. On en fait également. Et j'ai oublié Romain Soubéran. Romain qui dirige la grande école d'ingénieurs que l'on connaît tous, qui a un nom composé depuis maintenant une petite dizaine d'années. Centrale Supélec. 2015. Oui, ça fait pas 8 ans. Un petit mot peut-être en deux mots. Il y a aussi cette école traditionnellement destinée à l'industrie. Alors Supélec aussi est très, très porté également sur les disciplines informatiques, numériques, digitales. C'est quelque chose qui vous impacte également. Absolument, et considérablement en recherche, et évidemment comme les autres écoles en matière d'enseignement. Alors vous avez le micro, gardez-le. C'est la première question. Est-ce que, vous savez, ChatGPT, la première version, d'habitude je bouge sur scène, mais alors là j'ai trop peur de me vautrer comme ça devant vous. Donc ChatGPT, la première version, c'était novembre 2022. Novembre 2022, on est déjà à la 4e version avec des versions payantes qui permettent de faire des choses extraordinaires. Beaucoup d'entreprises vendent des prestations tout en faisant bosser l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte comment ça a évolué? Est-ce que, Romain, alors vous qui dirigez une des écoles les plus anciennes, les plus iconiques de l'ingénieur type français, est-ce qu'il faut avoir peur de cette IA dans l'éducation? Alors peur, oui et non. Comme toute innovation, je pense que c'est une opportunité et un risque.
Donc après, il faut bien identifier les risques et puis il faut tirer parti de toutes les opportunités et mitiger les risques. Est-ce qu'on comprend tous les enjeux aujourd'hui quand on est d'une école comme la vôtre, à l'ESSEC, à la Télécom? Est-ce qu'on saisit tous les enjeux? Alors, je pense que ce serait présomptueux de dire qu'on saisit dès maintenant tous les enjeux d'une technologie qui est aussi disruptive que l'intelligence artificielle. Donc on s'efforce d'y réfléchir et je pense que là on est réunis pour y réfléchir collectivement, mais on apprend en marchant et comme tu le disais, c'est apparu en novembre 2022, ça a vraiment été un séisme, le grand public, l'ouverture de l'intelligence artificielle au grand public et maintenant on est en train de s'adapter à ce changement qui est un changement majeur. Olivier Delagarde, je l'ai dit, hein, vous avez piloter cet ouvrage collectif. Sophie, je vous demandais de le faire voir, comme ça, voilà, et vous commenterez également aussi avec Olivier. Alors, je disais, faut-il avoir peur de l'IA? Là, il y a un certain nombre d'intellectuels, d'experts qui reviennent sur cette prégnance de l'IA dans toutes les activités, et même font un peu d'histoire, comment c'est venu. Alors, cette IA, elle se diffuse très, très rapidement. C'est ça qui est extrêmement signifiant quand on parle IA. Et je rappelle également que tous ceux qui parlent IA dans les écoles, dans les entreprises, ils disent mais ça fait longtemps nous qu'on est déjà IA, c'est pas parce qu'il y a eu ChatGPT qu'on va basculer dans un nouveau monde. Donc l'IA ça existait depuis longtemps en réalité, il ne faut pas en avoir peur plus que ça, pour reprendre ce que disait Romain. En tout cas, nous, l'approche qu'on a essayé d'avoir, au Collège de Paris, qu'on a essayé de promouvoir dans ce bouquin, c'est une approche positive. Alors effectivement, il y a une relativement longue histoire de l'IA qu'on peut faire remonter, par exemple, au test de Turing, mais il y a un séisme qui a été évoqué, qui est l'ouverture au grand public depuis novembre à travers ChatGPT, qui fait que tout d'un coup, ça devient un enjeu que tout le monde peut s'approprier et donc que nos élèves, nos profs, nos équipes s'approprient. Et ce qu'on a voulu, c'est montrer qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, qui tournent. Goodgrades pour l'accompagnement à la correction, Polymnia pour la formation à la prise de parole en public. Voilà, donc il y a beaucoup d'outils, un outil de start-up de Centrale Supélec sur l'adaptative learning qu'on est en train de tester. Il y a beaucoup d'initiatives, de choses qui existent et qui se font, qui finalement apportent quelque chose de positif. Et c'est une manière de s'emparer de ce sujet, évidemment, d'une manière qui n'est pas exhaustive, mais qui est intéressante, c'est de voir toutes les initiatives concrètes qui peuvent apporter quelque chose aux différentes étapes du processus pédagogique. Vous l'avez rappelé en creux, on n'est pas si mal en France quand on parle IA et quand on parle expertise. Ça, je crois qu'il faut le rappeler, c'est pas inutile. Sophie, même question pour vous. Vous avez écrit, vous avez rédigé un article dans cet ouvrage. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout cela? Et je posais la question, faut-il avoir peur de l'IA en termes de provoque, plus qu'autre chose? Quel est votre ressenti? Merci beaucoup. Effectivement, j'ai participé à 2 articles dans cet ouvrage collectif sur l'IA éducative, sous la direction également de Frédéric Guénaud, que je salue ce soir. Elle est là, Frédéric? Je tiens à préciser d'ailleurs que la première contribution est du docteur Luc Julia. Donc, comme quoi le monde est petit. Alors, avoir peur, non. Alors, évidemment, on a déjà une approche par les risques qui est consacrée en France, ne serait-ce que par les réseaux d'écoles d'ingénieurs. Peut-être là où on essaie d'évoluer sur notre prise en compte des opportunités et des risques, c'est finalement sur les interdépendances, sur les écosystèmes. Et finalement, puisque l'IA semble plurielle, semble une boîte à outils très ouverte, c'est finalement ces questions d'usage, ces questions finalement de finalité qui semblent les plus importantes, au moins pour le domaine pédagogique. Oui, et la pédagogie. Alors, Nicolas, je me retourne vers vous. Je posais la question, on se débrouille vraiment pas si mal en France. Est-ce que l'IA, elle ruisselle? Parce que vous formez des spécialistes, on l'a compris, mais après tout, des spécialistes qui travaillent avec des professeurs spécialisés, qui réfléchissent peut-être à demain. Mais est-ce que cette IA, elle ruisselle véritablement partout, selon vous? Alors, cher Gilbert, je vais me permettre de vous corriger. En fait, un ingénieur, ça n'est pas un spécialiste, c'est un généraliste, justement. Et la grande force des ingénieurs à la française, qui est très différent des ingénieurs qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple, l'ingénieur, c'est que c'est justement des gens qui sont capables d'aller, comme dans la raison d'être de Télécom Paris, des modèles jusqu'aux solutions en passant par les technologies. Et c'est très important face aux grands défis qu'on a, et en particulier sur la question d'une IA explicable, d'une IA éthique, parce qu'en fait, comprendre l'impact que ça a sur la société, en fait, c'est déjà dans la manière dont c'est conçu, donc dans la modélisation, dans la manière dont c'est construit, donc le côté technologique avec les données qu'on va y apporter, qui fait qu'on va avoir ou pas des biais, on en aura toujours, mais il faut savoir comment s'en prémunir et comment est-ce qu'on agit vis-à-vis de ces biais. Donc c'est pour ça que c'est très important de garder cette approche généraliste où on a une compréhension de chaque élément de la chaîne, parce qu'au final, on ne veut surtout pas
que cette IA soit une boîte noire, qu'on ne comprenne pas. À Télécom Paris, on suit en fait les directives, enfin, les lignes directrices plutôt de l'Union européenne en matière d'IA éthique et responsable. Et la clarté et la compréhension des algorithmes qui sont derrière est très très importante. Et justement, les spécialistes de télécom produisent de l'IA. Alors, je pose la question toute simple, puisque vous êtes au cœur de la machine. Je veux dire, faut-il en avoir peur? Parce que est-ce que les débouchés, enfin les capacités de cette IA sont absolument inconnues et infinies? Alors aujourd'hui, on a fait beaucoup de bruit sur tout ce qui est les LLM, l'IA générative, et comme vous l'avez très bien dit, le machine learning, ça fait, bon j'ai l'air jeune, mais je ne vais pas dire mon âge, mais ça fait depuis très longtemps qu'on en fait, et même à l'école, quand moi j'ai fait mes études, on faisait du machine learning, et encore avant ça, on faisait des techniques statistiques qui s'approchaient parfois très fort du machine learning. Donc ça, c'est très vieux. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment le côté mainstream, c'est le fait que ça arrivait dans le grand public. Oui, c'est ça qui fait et que ça commence à s'intégrer de plus en plus à des solutions existantes. Et ce que vous avez dit, c'est les usages se généralisent. Et donc en fait, il ne faut pas avoir peur de l'IA. Il faut réfléchir aux usages qu'on met en place. Et il faut respecter des principes très simples. Je vais en donner un qui est particulièrement important. C'est que l'IA soit utilisée, mais qu'il y ait toujours un contrôle humain. Parce qu'en fait, c'est possible, parce que c'est ça. En fait, il faut. C'est Skynet dans Terminator, là, et flippant. Il faut absolument, parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, c'est Skynet. Donc c'est dans Terminator, c'est cette intelligence artificielle qui va contrôler le monde. Mais en fait, aujourd'hui, l'IA va nous aider. En fait, avant, on avait de l'automatisation grâce à l'électronique, l'informatique. Maintenant, on a de l'automatisation qui est cognitive. Donc, en fait, on n'a plus besoin de réfléchir puisque l'IA réfléchit pour nous. Mais il ne faut surtout pas avoir cette paresse intellectuelle-là parce qu'on va l'utiliser pour des questions juridiques, pour des questions financières, pour tout un tas de raisons, aussi peut-être militaires. Et il ne faut surtout pas que la décision soit déléguée à la machine. Il faut que ce soit l'humain qui garde la décision pour l'impact sur les humains. C'est vrai que ça pose question, parce qu'il faudra bien à un moment dire blanc ou noir, changer et décider, bien entendu. Alors, on parlait du MetaLab, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à toutes ces implications et tous ces enjeux qui se cachent évidemment derrière ou qui se profilent derrière l'IA. Pareil, même question pour vous. Est-ce que vous n'en avez pas peur? Au contraire, vous la prenez à bras le corps, cette IA? Je fais un focus sur l'enseignement supérieur. Il est clair que l'intelligence artificielle représente la plus grosse révolution dans notre secteur depuis l'arrivée d'Internet. Maintenant, une technologie, je ne crois pas que ce soit en soi une menace, une opportunité. Ça dépend de nous. Ça dépend de comment l'humain va s'emparer de la technologie, comment on va la maîtriser, comment on s'en approprie. Et du coup, si on s'y prend bien, pour moi, ça devient une vraie opportunité, que ce soit en pédagogie, où vous posiez tout à l'heure la question, est-ce que l'intelligence artificielle va chasser les professeurs? Non. Par contre, les professeurs qui seront capables de s'emparer, de maîtriser l'intelligence artificielle, vont risquer de chasser les professeurs qui ne voudront pas s'emparer. Même chose dans le monde du travail, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va chasser les employés, ce sont les employés qui seront capables de maîtriser le sujet, qui vont chasser celles et ceux qui ne voudront pas ou ne seront pas capables de s'emparer. Et autre chose, je crois que du coup là, c'est une vraie opportunité dans la formation, d'où le MetaLab. Et la formation, je dirais, justement, vous parliez de spécialisation de journalistes, moi je parlerais aussi de multidisciplinaire, parce que l'intelligence artificielle demande cette approche. Le MetaLab est justement une plateforme multidisciplinaire à la croisée entre les sciences économiques, les sciences humaines, les sciences dures. Et il faut mettre tout cela, et par exemple, même quand on parle des questions éthiques, il ne faut pas opposer l'intelligence artificielle aux questions éthiques, mais il faut les intégrer. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle nous rappelle en recherche aussi quelque chose d'extrêmement important, qui est l'importance de la recherche fondamentale. Si on revient à l'origine de l'intelligence artificielle, elle se base sur quelques théorèmes, sur quelques théories, sur quelques modèles, que quand ils sont sortis comme résultat de la recherche fondamentale, personne ne regardait. Et après, on a construit sur cette recherche fondamentale pour arriver à l'intelligence artificielle. Et maintenant, il y a besoin encore plus de recherche pour comprendre les nouveaux modèles, les nouvelles théories. Et dernier élément dans votre première question, c'est que l'intelligence artificielle fait aussi évoluer nos propres modèles business, pas seulement d'une école de commerce, mais en général de l'enseignement supérieur. Comment on va suivre les étudiants, comment on mène les processus d'admission, comment on fait du tutorat, comment on arrive à personnaliser les parcours de formation, la pédagogie. L'intelligence artificielle, si bien utilisée, nous aide aussi à faire évoluer nos propres modèles au-delà de l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Du coup, c'est un vrai complément, ce n'est pas tout quelque chose qui remplace l'apprentissage actuel.
mon avis. Vous avez presque tout dit, Vincenzo. Ah bon Vous avez grillé mes questions. J'ai encore beaucoup de choses, donc... Vous avez la soirée, si j'ai bien compris. Olga, alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est le regard RH, parce qu'on a parlé de l'amont avec les formations, les jeunes diplômés, en quoi cela impacte évidemment le parcours, les syllabus, la posture du prof éventuellement. Et quand ils arrivent chez vous, est-ce que vous servez de l'IA déjà pour recruter? Alors, on parle de matching, on parle de décryptage de CV, enfin, on parle de plein de choses. Alors oui, ça a changé beaucoup en fait le métier du DRH, du recruteur, au sens large. Alors d'abord parce qu'effectivement, les outils dont on a à notre disposition aujourd'hui sont beaucoup plus performants, mais performants à partir du moment où vous mettez les bons critères de recherche. Parce que vous pouvez avoir tous les biais possibles. Donc effectivement, il y a tous les outils de matching qui sont extrêmement puissants aujourd'hui, qui servent à la fois en externe et en interne, donc pour définir les compétences clés que vous avez besoin ou les expériences clés dont on a besoin pour recruter quelqu'un. Et après, vous avez accès ensuite à des milliards de CV, et puis avec des mots-clés, vous arrivez à récupérer des CV que vous pouvez exploiter. Alors évidemment, il y a quand même une tendance un peu perverse qui est le clonage, parce que ça vous empêche de voir la pépite qui serait un tout petit peu en dehors des clous de votre critère et qui serait peut-être... Comment on fait ? Le problème, c'est que justement, on ne doit pas faire que ça. Donc ça doit être un outil absolument indispensable, mais surtout pas que ça. Et ça a aussi révolutionné notre façon, du coup, de récupérer en fait les candidatures. Auparavant, vous aviez votre CV traditionnel, etc. Ça, c'est fini. Et on avait aussi ce qu'on aimait bien faire pour ressortir un peu cette pépite, le cas pratique. Donc, on donnait des cas pratiques à des étudiants ou à des candidats X. Et puis, ils devaient répondre sur un cas pratique, par écrit, etc., comment ils auraient abordé ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on s'est aperçu que ce qu'on récupérait, c'était du chat GPT. Donc, aucun intérêt. Donc, on leur demande maintenant de faire ça par vidéo. Ah oui, à l'oral. À l'oral. Oui, bien sûr, ça a redonné de la valeur et ça à l'oral. redonne en fait une vraie place à cet aspect d'oralité, d'argumentation. Et là, on peut vraiment comprendre s'ils ont intégré ce que ChatGPT leur avait fait digérer. Digérer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lettres sur Parcoursup, les lettres de motivation qui étaient faites par ChatGPT. Moi, je vous promets que celle de mon fils, je l'ai écrite avec lui. Enfin, je l'ai plus écrite que lui d'ailleurs. Sophie, vous vouliez commenter ? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait ma collègue au niveau de la capacité à l'expression orale des étudiants sous format vidéo. J'en profite pour saluer un collègue de l'Université Paris 8 qui pousse les étudiants via des projets pédagogiques à des formats d'expression équivalents TikTok ou vidéo YouTube pour leur faire gagner en aisance et les aider à développer des argumentaires plus solides que lorsqu'ils passent directement à l'écrit. Puisque finalement, c'est une grande force de la génération Z. Et un autre élément, peut-être, pour répondre à la question à comment est-ce qu'on peut finalement dépasser le clonage, l'effet clonage, des collègues de l'Université de Nanterre, de la communauté AIM en système d'information, s'intéressent à la manière dont l'IA peut aider justement à l'apprentissage via un programme qui s'appelle Vrélexia pour aider les étudiants dyslexiques à avancer dans leurs études. Il y a actuellement en cours des projets aussi pour les étudiants souffrant de troubles de l'attention. Et finalement, la clé de ces programmes-là, c'est de définir ce qu'on appelle un climat éthique. C'est-à-dire des règles du jeu, de ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, et jusqu'où on est prêt à accepter l'originalité. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait étendre au processus de recrutement et de gestion des compétences. Moi, j'aimerais savoir, l'IA et l'impact de quoi ? C'est l'expérience, on va commencer avec vous, à gauche, tout simplement, avec Nicolas. Qu'est-ce que ça impacte ? C'est l'expérience étudiant. Emmanuel, tu arrives maintenant, un petit peu en retard. Emmanuel Semo, qui organise cet événement à nos côtés. Merci. Qu'est-ce que ça impacte ? Le rôle du prof, l'expérience étudiant, l'apprentissage, les contenus. Qu'est-ce qui est le plus impacté au fond ? Alors aujourd'hui, il faut rester humble, on découvre. Donc moi, je ne vais pas vous dire que voilà ce qui va se passer exactement dans les 5 prochaines années. Maintenant, l'IA, c'est une automatisation cognitive. Donc en fait, ça permet d'automatiser toute une série de choses où on peut détecter statistiquement que telle chose est liée et du coup
faire une aide à la décision. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent être améliorées. On parle beaucoup par exemple d'orientation, on parle de détecter des comportements qui ne vont pas par exemple dans les travaux des élèves. On sait que depuis que ChatGPT existe maintenant, tout le monde se pose la question de savoir si ça a été fait par un être humain ou par ChatGPT. Aujourd'hui, en fait, on ne va plus être capable de le détecter. Mais on peut quand même utiliser l'outil pour détecter certaines choses, du plagiat, des choses comme ça. Et en fait, d'une manière générale, c'est toutes les tâches rébarbatives qu'on peut automatiser. Alors il y a aussi la création de plus en plus qui peut être impactée. Alors on peut penser tout simplement à faire ces slides, faire ces documents de cours, mais maintenant on peut même générer de la vidéo. Et donc on peut de plus en plus... Donc le prof, il change de rôle, il change de posture par rapport à la préparation. Et on parlait de classe inversée, c'est-à-dire qu'il arrive, son cours est déjà digéré, prêt, et puis il passe... Alors le prof, il y a toute une série de profs et je pense qu'effectivement il y a des rôles qui vont être plus ou moins importants. Moi ça fait quand même un certain nombre de dizaines d'années que je pense qu'il faudrait arrêter avec les lectures où on fait du descendant, pas du tout interactif. Il y en a encore, mais il y en a quand même de moins en moins et de plus en plus de l'interaction, etc. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est génération de contenu et de contenu de qualité, parfois avec une production value qui est quand même assez élevée, l'intelligence générative peut nous aider sur les images, le texte et les vidéos. Et puis alors aussi tout simplement faire du soutien aux élèves. On peut commencer à automatiser. On parle d'orientation, mais on peut aussi commencer à automatiser de plus en plus l'interaction avec les élèves, même dans ce que vous dites sur la classe inversée, où l'IA pourrait nous aider en fait à automatiser une partie des processus. Mais j'insiste, je reviens à ce que je disais au début, il faut que la décision reste dans les mains de l'humain. Donc on peut avoir des outils d'aide à la correction demain, mais il ne faut surtout pas que la correction soit faite par des machines. Romain, vous avez le micro. Question, est-ce que l'IA, c'est un super assistant ? Ou une super assistante d'ailleurs. Ça peut être un super assistant, c'est un complément. Ce qui me frappe souvent, et c'était la question qui était posée, est-ce que les professeurs sont menacés ? Si on s'était retrouvé il y a 10 ans dans le même format, on se posait la même question en disant il y a les MOOC qui arrivent, qui explosent, et les MOOC ça va faire disparaître les profs. Parce que on suivra les cours des prix Nobel de Stanford, du MIT, et on n'aura plus besoin des professeurs dans les écoles et dans les universités. 10 ans après, on voit que ça enrichit, qu'effectivement les MOOC, les cours en ligne ont trouvé leur place, mais que c'est complémentaire et que pour autant on a toujours besoin de profs physiques. Donc premier élément, je ne pense pas que les professeurs soient menacés, par contre la pratique évolue. Après elle évolue de deux façons. Il y a la formation par l'IA, et comme le disait Nicolas Glady, effectivement il y a toute une série de domaines dans lesquels on peut enrichir, améliorer un cours, sa présentation, sa communication, la flexibilité que ça donne aussi pour les élèves. Éventuellement quand ils sont en stage avec 6 heures de décalage horaire, ils peuvent suivre un cours, se le faire réexpliquer par une intelligence artificielle. Enfin, on enrichit beaucoup. Donc là, l'enseignement par l'IA, je pense, est un vrai plus complémentaire du professeur. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'enseignement à l'IA. C'est-à-dire apprendre aux élèves à bien utiliser l'IA avec toutes ses qualités, sa puissance absolument phénoménale et ses limites. Et les élèves, après, dès qu'ils seront en situation professionnelle, ils auront tout intérêt à bien maîtriser l'IA parce que ça sera un accélérateur dans leurs activités. Et ça se prépare aussi. Ce n'est pas intuitivement que du jour au lendemain, on sait correctement utiliser une IA et qu'on a tout de suite conscience aussi de ses limites ou des risques de dérive qu'il peut y avoir ou de confidentialité, de propriété intellectuelle, etc. Oui, c'est vrai que le vrai clivage se fera, et je l'avais entendu lors d'une précédente conférence, sur ceux qui savent utiliser l'IA et ceux qui sont passés à côté. En fait, je crois que l'enjeu, il est là. Olivier, vous vouliez commenter également. Oui, je voulais rebondir sur ce point, parce que ça me paraît vraiment important, cette histoire de formation à l'IA. En fait, l'enjeu qui a été bien rappelé tout à l'heure, c'est la formation des acteurs, la formation des utilisateurs. Deux exemples, il y a un enjeu très fort qui est la formation des étudiants eux-mêmes. On a mis en place, par exemple, dans une de nos écoles chez Ascensia, une formation pour aider les étudiants à utiliser ChatGPT dans la préparation de leur mémoire, la préparation de leur mémoire de recherche. Puis, quelque chose qui est au moins aussi important et qui recoupe pas mal de questions qui ont été faites, c'est la formation des formateurs. Et on a mis en place un certificat formateur à l'ère du digital qui a été un grand succès, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus d'inscriptions qu'on le pensait et on a été obligé d'ouvrir des nouvelles sessions et qui apprend aux formateurs, c'est piloté par Thierry Curiot qui est avec nous ce soir, qui essaye d'apprendre aux formateurs comment ils peuvent s'approprier ces outils, les utiliser. Et cette question de formation des formateurs, je pense que c'est ça l'enjeu, et de formation des jeunes, c'est ça qui nous permettra de faire la différence, de lever ces questions et puis d'introduire tous ces sujets éthiques. Ils passent aussi par les principes, les concepts, les consignes qu'on donne à ceux qui sont les utilisateurs de l'IA. Avant de passer la parole à Nicolas,
Vincenzo, quand on préparait, vous me disiez, on en avait parlé avant d'ailleurs, nous, notre stratégie, elle est à la lueur, avec un fil rouge autour de l'IA. C'est-à-dire que vous l'avez mis partout dans votre vision. Oui, justement, quand je pense à l'enseignement à l'IA, il y a un enseignement spécifique, technique, spécialisé, mais il y a aussi, je crois, de la même manière que la transition écologique, c'est un sujet, à mon avis, qui doit être transversal. Parce il y a des sujets spécifiques, donc pour les spécialistes, mais il faut aussi que celles et ceux qui ne considèrent pas ou qui ne souhaitent pas être des spécialistes du sujet ne soient pas aveugles du sujet. Et donc, le grand sujet, c'est aussi comment les professeurs qui sont dans les autres disciplines, c'est la même question que pour la transition écologique. Il faut éviter absolument de créer des silos. Il faut éviter que d'un côté, on enseigne des cours qui font abstraction de la transition écologique ou de l'IA. De l'autre côté, on fait des cours sur la transition écologique ou sur l'IA qui font abstraction de l'existant. Et après, on se trouve avec des étudiants qui ont des injonctions contradictoires parce qu'ils rentrent le soir chez eux. Ils vont se dire, attends, ce matin, ils m'ont dit une chose, cet après-midi, ils m'ont appris autre chose, et maintenant, c'est à moi de faire une synthèse. Impossible. Du coup, il y a un rôle extrêmement important des professeurs dans toutes les disciplines avec cette approche multidisciplinaire. À l'ESSEC, on a mis en place des guildes de professeurs parce que ça, dans l'enseignement supérieur, les carrières de professeurs sont très disciplinaires, donc sont très profondes, sont très spécialisées. C'est très bien parce que c'est comme ça que la science avance, mais aujourd'hui, on fait face à des sujets sociétaux, l'IA et la transition écologique est un autre, mais il y en a d'autres, qui demandent cette multidisciplinarité. L'enseignement supérieur, peu importe si public, privé, école, ingénierie, business, etc., l'enseignement supérieur, les carrières de professeurs sont beaucoup gérées sur la monodisciplinarité. Du coup, c'est à charge des écoles, et à l'ESSEC, on l'a fait en créant des guildes, donc des lieux d'animation de professeurs qui viennent de tous les départements, qui toutes les 6 semaines se rencontrent en portant leur spécialisation, mais en discutant, en faisant de la recherche, en créant des cours autour de ces sujets multidisciplinaires. L'autre sujet, je n'oublierai pas au sein de l'école, les services que nous offrons aux étudiants, parce que l'intelligence artificielle a aussi un impact sur cela. Un investissement en intelligence artificielle et aussi un investissement sur l'humain, parce que ça permet, Nicolas le disait, je dis Nicolas et pas Nicolas Glady, parce qu'on se connaît depuis une décennie au moins, mais Nicolas le disait très bien, il y a aussi la possibilité d'automatiser un certain nombre de tâches. On est à 34% des tâches qui sont automatisées, on imagine d'être à 43% en 2027. Ça permet quoi? Ça permet aux équipes de vraiment être orientées à la relation humaine plutôt qu'à les relations administratives avec l'étudiant. C'est vrai qu'il y a des tâches un peu fastidieuses qu'on peut déléguer à l'IA. Mais d'ailleurs, il y avait un petit sondage, il y a 5-6 ans qu'on m'avait fait voir, ils avaient désigné dans une fac, je crois en Angleterre ou je sais pas où, le meilleur assistant. C'était un assistant virtuel parce qu'il gérait les plannings, donc il donnait toujours la bonne salle au bon moment et à la bonne heure. Nicolas, vous vouliez ajouter? Vous disiez, Gilbert, en fait, il y aura un gap entre ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle et ceux qui ne le savent pas. Mais il va y avoir très rapidement, bien pire que ça. En fait, il va y avoir des niveaux de performance d'intelligence artificielle différents en fonction de ce qu'on paye. Et donc, on va se retrouver face à des élèves qui, pour les uns, auront la bonne licence de la dernière version de ChatGPT et feront des trucs incroyables avec, et les autres qui n'auront pas ces outils. Et comme on n'est pas capable de le détecter aujourd'hui, on n'est pratiquement plus capable de l'utiliser, on va vraiment avoir un souci. Et donc nous, par exemple, à Télécom Paris, on envisage de carrément voir s'il n'y a pas moyen. Alors, s'il y a des étudiants qui m'écoutent, ça n'est pas un engagement contractuel, mais c'est de donner des licences. On va la faire, action. C'est l'IA pour les riches, hein, c'est ça que vous nous sommes une école du service public, et donc nous aimerions éviter une école à plusieurs vitesses, mais on va rapidement se trouver face à ça. Et donc, un peu de la même manière qu'on a tous fait des examens ou des concours, on avait droit à un certain modèle de calculatrice. À mon avis, on sera obligé d'imposer un certain modèle de ChatGPT pour pouvoir faire les travaux. Mais donc, comment est-ce qu'on va contrôler ça? Ça va être très compliqué. Ce sera des licences, hein, j'imagine. Emmanuel, si je peux juste... Pardon, juste j'allais vous poser une question. Non, mais c'est exactement le même souci qu'on a en fait pour les entreprises. Parce que s'il y a des étudiants à 2 vitesses, il y a des entreprises à 2 vitesses potentiellement pour exactement les mêmes raisons. Donc aujourd'hui, nous, on est démarchés en tant qu'entreprise par des tas de boîtes que je ne nommerai pas, qui sont plus ou moins performantes dans l'IA, qui proposent soit de l'open IA ou alors des custom IA, ou alors on est dans un environnement fermé. Si on est capable en tant qu'entreprise d'investir dans ces outils-là, on va avoir un avantage concurrentiel colossal. Potentiellement sur l'accélération des proof of concept, parce qu'on va avoir une accélération de l'acquisition de données,
Et on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur la mise sur le marché ou sur du prototypage. Les entreprises qui ne pourront pas se permettre ça ou qui n'auront pas ce réflexe-là vont être complètement laissées pour compte. Et là, il va y avoir exactement le même effet au niveau des entreprises. Et là, on peut parler des petites entreprises, des PME, etc., qui auront moins accès à ce genre de choses ou qui auront moins la philosophie ou l'envie de s'approprier ces outils-là. Je me posais la question, justement, quand vous recevez des jeunes diplômés qui postulent chez vous, ça marche pour tous les DRH, est-ce qu'il y a une question, est-ce que vous maîtrisez l'IA? Parce qu'on se disait, il y a ceux qui maîtrisent et ceux qui subissent. Est-ce que, en réalité, vous avez en creux, au travers des questions peut-être pas aussi triviales, est-ce que vous maîtrisez l'IA, mais est-ce que vous avez cette appétence pour cette nouvelle technologie qui va révolutionner tout, qui va tout changer en réalité? Alors la réponse est oui en fonction des métiers. C'est en train de révolutionner complètement la génération de software. Donc on a des équipes de R&D de soft et on est en train de voir comment est-ce qu'effectivement sur certaines parties de code, on peut générer du code par l'IA. Et puis à ce moment-là, on fait de l'IA plus complexe, de la R&D plus complexe. Donc ça, oui, tout à fait. Énormément aussi dans tout ce qui est logistique, distribution, le packaging, parce que ça, c'est automatique. Et vous parliez de formateurs. Ça a révolutionné aussi la formation en interne de la même façon que la vôtre. Donc oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose que maintenant, on demande. Et tout en l'IA, mais quel est en fait l'esprit critique que vous avez pu quand même développer à côté de l'IA? Parce qu'en fait, nous, c'est l'esprit critique d'utilisation de l'IA qui nous intéresse au-delà de la connaissance. Donc, si on pose la question, est-ce que vous connaissez un peu l'IA, dites oui, de toute façon. Sinon, si vous dites non, ça craint. Emmanuel, pardon, si vous dites oui, on vous traite de menteur. Ah oui, peut-être pas. Non, ça maîtrise sévère dans les écoles qui sont présentées. Emmanuel, l'IA, si on a posé cette table ronde aujourd'hui, c'est parce qu'évidemment, les jeunes générations, elles attendent. Est-ce qu'au fond, c'est un élément aussi d'attractivité supplémentaire, ces entreprises qui peuvent se positionner avec une technologie type IA et qui utilisent cette IA? Est-ce que cette génération est portée sur cette IA? Parce que en deux mots, on parle beaucoup de transition écologique. Chez les très jeunes, ce n'est pas encore tout à fait évident. Est-ce que l'IA, chez ceux qui cherchent un boulot, c'est une dimension qu'elles attendent aussi de trouver dans les entreprises selon vous? Belle question. 2 minutes. Déjà, bonjour à tous. Merci à tous, toutes et tous d'être là. On est hyper heureux de vous recevoir au stade Roland-Garros pour cet événement assez unique. Et le plateau est vraiment à la hauteur du lieu, donc c'est vraiment canon. C'est une très bonne question. En vérité, avant d'arriver à la conférence, j'ai discuté toute la journée un peu avec des étudiants et des lycéens, parce que c'est intéressant aussi de voir à quel âge commence l'usage de l'intelligence artificielle, parce qu'avant d'arriver dans vos écoles, finalement, ils commencent déjà à être sur ces outils-là. Et en fait, je trouve que ça va tellement vite. C'est-à-dire là, ça s'est accéléré, mais parce que là, on parle d'IA vraiment, ça fait des années que l'IA existe et qu'on peut éduquer. Turing, celui qui a déchiffré Enigma, là, il en parlait déjà. En un an et demi, il y a quelque chose comme ça. C'est novembre 2022, voilà, on voit que ça. Et c'est hyper impressionnant, un peu comme un réseau social, comment cette génération utilise et s'est approprié cet outil. Ça, ils le connaissent. Et ils ont compris, ils peuvent même vous reconnaître une réponse de ChatGPT. Donc en fait, ils ont vraiment intégré dans leur... Et n'importe qui aujourd'hui, quand j'ai discuté avec un jeune qui aille chercher une entreprise, une formation, qu'il aille assister à une conférence, qu'il aille se faire coacher à l'espace Zen, et tous ont un usage ou ont l'application, en tout cas ChatGPT, sur leur téléphone. C'est pratiquement du 100%. Aujourd'hui, même sur un réseau social, vous n'avez pas autant de personnes qui arrivent à avoir 100% du temps l'application sur son téléphone. Et donc, maintenant, il faut l'intégrer. Il faut voir quelles sont ses limites parce que ça va tellement vite aujourd'hui qu'il faut voir comment on arrive quand même à le réglementer et comment on arrive à l'intégrer dans les modules de cours. Et vous l'avez très bien expliqué. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture entre ceux qui vont comprendre et ceux qui auront plus de mal à aller vers cet outil qui d'ailleurs propose déjà des offres premium. Donc ça veut dire déjà on crée une offre qui va... C'est ce que disait Nicolas, l'IA pour les riches, pour ceux qui peuvent. C'est ça. Donc moi je pense que c'est hyper important de travailler avec, il faut voir un peu ses limites. Oui, c'est hyper important et ça peut être vraiment hyper intéressant de l'intégrer. Nous, pour vous dire, YourFuture, ça fait déjà 2 ans qu'on a une intelligence artificielle qui est intégrée à nos salons. C'est-à-dire que la personne qui va s'inscrire par rapport à des choses qu'il a l'habitude de voir sur Internet, de cocher, il va pouvoir avoir un espèce de petit guide où on lui dit de parcours type, mais quoi qu'il arrive, nous on déploie 90 personnes parce qu'il faut absolument qu'au bout de cette IA, il y ait un humain qui puisse lui dire non,
va plutôt vers cela, vers ceci. Donc il faut une gare de triage. Voilà, exactement. Une question, moi, qui m'intéresse évidemment, et je suis convaincu que ceux qui sont dans cette salle s'y intéressent également. Quand on parle transformation digitale, on parlait évidemment investissement. Alors la DSI, les systèmes d'information, c'est quelque chose qui est intégré dans tous vos établissements, me semble-t-il. On va recommencer. Attendez, je vais changer. On va commencer à ma droite. Nicolas, est-ce qu'il faut beaucoup investir pour être en phase avec les enjeux et on passera tout le monde en revue parce qu'il nous reste 10 petites minutes et on va faire le tour. Alors, pour le coup, en fait, la révolution là qu'on a avec les LEM, le ratio entre ce que ça crée comme valeur et ce que ça coûte, pour moi, elle est a priori... c'est extrêmement bon. Le coût d'un chat GPT par rapport au temps que ça fait gagner quand on a l'habitude de l'utiliser, c'est très très faible en fait. Le vrai problème, c'est que là pour le moment, il y a tout un tas d'entreprises qui commencent à expérimenter sans du tout se rendre compte de ce qu'elles sont en train de faire et qu'elles sont en train d'envoyer on ne sait pas où toute une série de données, toute une série d'informations confidentielles où d'une manière très naïve, elles disent à un groupe de 15 personnes, allez-y jouer avec nos licences. Et en fait, derrière, les données, elles vont on ne sait pas où. Donc, et en plus, la manière dont elles sont utilisées derrière. C'est pour ça que je reviens, et j'ai commencé par ça, mais je reviens toujours sur la question d'abord d'une IA éthique, responsable et transparente. C'est vraiment le plus important, parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment une question de coût. On a un moment, justement, où cette transformation, en tout cas, le coût de la licence, parce qu'en plus tout ça est dans le cloud, donc les gens ne vont pas internaliser en général leur LLM. Après, il y a des formations, etc., qui vont coûter très cher. Mais c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise dans sa manière de l'approcher et comment faire pour que de nouveau ça ne soit pas une black box. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu principal. Vincenzo, après on va vivre à micro. Même question pour vous, est-ce que l'ESSEC, vous avez une stratégie très claire avec une vision. Est-ce que ça implique des investissements spécifiques et peut-être supérieurs Oui, c'est des investissements spécifiques. Difficile toujours à calculer parce qu'il y a des investissements directs et d'autres qui sont indirects. Pour les directs, c'est un demi-million par an dans le sujet. Ce sont des logiciels, ce sont des experts, mais la chose importante, c'est de la formation. Parce que toute organisation, une école est aussi une organisation. Il y a des femmes et des hommes. Et toute organisation qui aujourd'hui, à mon avis, ne va pas prendre le virage de l'intelligence artificielle, va prendre un mur, j'en suis convaincu. Il faut le faire de manière éthique, responsable, mais justement via la formation qui inclut tant des sujets techniques et des sujets éthiques. Par exemple, dans les sujets éthiques, il y a un certain nombre de choses. La triche des étudiants, on en a parlé, etc. La dimension, l'utilisation des données. Il y a un sujet qui, à mon avis, était vrai aussi pour les smartphones et pour les réseaux sociaux. C'est que quand on reçoit une technique, souvent, il nous donne le mode d'emploi, le user's manual, le mode d'emploi technique. Mais souvent, on n'en a pas besoin parce que c'est assez intuitif. Personne, par contre, nous a donné, même pour le smartphone, le mode d'emploi social. Et c'est grave parce qu'in fine, c'est le smartphone qui nous impose une nouvelle modalité de vie. Ça m'embête. Même chose pour les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas que l'intelligence artificielle va nous imposer un nouveau mode d'emploi social sans que nous le maîtrisions. Donc c'est un appel au secours. C'est important que nous allons y mettre parce que sinon, on imagine que toutes ces technologies sont des alliés. C'est vrai, si nous les maîtrisons. Mais sinon, ça risque, si nous ne trouvons pas le mode d'emploi social, ça risque d'être moins des alliés qu'ils nous aliènent. Et ça, voilà, c'est pas un slogan, même si je viens de le créer, je me rends compte. C'est génial, mais c'est pas mal. Comme ça. Pour un Italien, un slogan français, c'est remarquable. mais bon, non, je viens de l'improviser, mais c'est un peu ça. Et du coup, il y a un investissement justement sur la formation qui est extrêmement important. Parce que nous, on imagine que l'investissement, c'est surtout les logiciels, les licences premium, etc. Mais je crois que l'investissement le plus important, c'est dans la formation. Romain, même question aussi sur l'investissement. On pourra peut-être prendre une question tout à l'heure, j'y pense maintenant. Mais en fait, pour être un peu, pour vous provoquer un peu, finalement, si on met une intelligence artificielle pour donner le cours, ça coûte moins cher, même pour une école. Donc ça peut coûter cher en investissement, mais est-ce que finalement, il n'y a pas des économies d'échelle? Alors, je ne sais pas si
on confond investissement et fonctionnement. Le principal investissement des écoles, je pense, en intelligence artificielle, c'est les ressources humaines. C'est de recruter, de développer l'activité de recherche, de recruter, enfin pour nous en tout cas, des enseignants-chercheurs dans le domaine. Alors il y a un plan intelligence artificielle qui est porté par le gouvernement, donc avec des grands appels à projets, compétences et métiers d'avenir, pour stimuler les filières de formation, les nouvelles filières de formation en intelligence artificielle. Donc on peut bénéficier de subsides pour trouver des formateurs, pour mettre en place ces nouvelles formations. On manque de formateurs d'ailleurs. Le problème, c'est que derrière, on manque de formateurs. Oui, et qu'effectivement, il y a une urgence à faire des nouvelles formations pour former des formateurs. Donc c'est vrai que la pénurie de ressources humaines, de talents... Ça, c'est l'investissement des écoles. Après, quand on parle de hardware ou d'intelligence artificielle elle-même, on a quand même un énorme enjeu qui est un enjeu de confidentialité sur ChatGPT, pour ne pas en parler, où toutes les questions, toutes les réponses sont propriété de ChatGPT. Et où ça pose un vrai... Et où en plus on n'a pas la maîtrise des données qui ont servi à entraîner l'intelligence artificielle. Donc vous avez des solutions alternatives avec certaines intelligences artificielles génératives type Falcon ou Mistral qui ont été développées par ailleurs, qui éventuellement à des tarifs qu'on ne connaît pas encore, ou même ChatGPT avec des tarifs de Microsoft qu'on ne connaît pas, qu'on peut réentraîner avec ses propres sets de données. Mais là, on entre sur des niveaux d'investissement qui sont considérables, qui sont du niveau au moins des très grandes entreprises, sinon des États. Alors le UK, le Royaume-Uni, je termine là-dessus, développe un BridgeGPT, qui est donc une intelligence générative. Souverain un GPT souverain, exactement, pour justement se prémunir de ces problèmes de confidentialité et de contenu des données d'entraînement d'un ChatGPT. Mais là, on est très vite sur des montants qui sont colossaux. Oui, bien, la grève des scénaristes américains est un peu exemplaire, hein, parce qu'en fait, ChatGPT générait des scénarios qui étaient pompés sur leurs scénarios à eux. Donc il y a vraiment un problème de droit d'auteur et de référencement. Sophie, on refait un dernier tour de table aussi. Dans votre ouvrage, on adresse plein de problématiques. Hein. Là, alors moi, je parle trivialement d'argent, pardonnez-moi. Est-ce que c'est aussi une vraie stratégie pour les établissements d'enseignement supérieur? On parle d'IA éducative, une vraie stratégie de miser là-dessus fortement. Alors, ce sera compliqué de faire une réponse pour l'ensemble des établissements supérieurs. Après tout, la mosaïque est large. En partant de mon propre établissement qui est en Seine-Saint-Denis jusqu'aux plus grandes écoles d'ingénieurs, il y a quand même quelques écarts également aussi, ne serait-ce que complètement matériels. Je rejoins tout à fait mes collègues concernant l'idée aussi d'un niveau d'IA au moins pour tout le monde, qui puisse être certifiant. Un certificat IA pour tout le monde? Oui, en équivalent de certification PICS, comme ça se fait au niveau lycée aujourd'hui, au niveau enseignement supérieur. C'est quelque chose qui a véritablement démocratisé l'usage des nouvelles technologies pour tous et à tous les niveaux. C'est aujourd'hui intégré même dans les universités avec le moins de subsides, donc c'est quand même un succès. On peut tout à fait capitaliser sur ce fonctionnement-là et déployer des certifications IA avec certainement autant de succès. Autre élément en revanche qui me semble important, on parlait de responsabilité à droite comme à gauche. Il y avait aussi... Au centre également. Et au centre, pourquoi pas. Il y avait également quand même cette question de traçabilité de la donnée, mais aussi du tri des données. Aujourd'hui, l'IA, c'est aussi des bases de données alimentées et triées par des pays en voie de développement qui alimentent nos économies. Donc une responsabilité sociale de l'IA, mais il y a aussi une responsabilité sociétale dans nos usages, dans notre approvisionnement sur ces nouvelles technologies-là qui va compter. Et il y a aussi aujourd'hui des appels à la sobriété digitale qu'il ne faudra pas écarter avec les nouveaux business models. Ouais. Ça consomme de la bande passante, hein, ChatGPT et tout ça. Merci. Olivier, ce qui est intéressant dans votre groupe, c'est que vous adressez des formations de tout niveau et on se rend compte que finalement l'intelligence artificielle, c'est pas forcément que pour les ingénieurs, les brillants ingénieurs de Centrale Supélec ou de Télécom Paris, c'est aussi pour tous les métiers hein, dans le service, mais également les métiers manuels. Oui, ça a été rappelé, hein, il y a quelque chose qui s'appelle compétences de base sur lequel il y a beaucoup d'investissements des régions et de l'État. On apprend la bureautique, on apprend la prise de parole en public, on apprend des choses élémentaires. Intégrer l'intelligence artificielle là-dedans, c'est une bonne, je pense que c'est une bonne proposition. Sur le coût de l'IA, il y a quand même un truc qui est marrant et qui est à souligner, hein, c'est que avant novembre, un projet IA, on parlait au moins de centaines de milliers d'euros. Maintenant, un projet d'IA moyennant une licence qui coûte une vingtaine d'euros par mois, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Donc ça crée quand même une différence et une capacité d'initiative qui est absolument extraordinaire. Mais je rejoins ce qui a été dit. Si vous avez envie dans vos écoles, dans vos universités, vos établissements, vos entreprises d'investir sur l'IA, investissez sur la formation. Le bon investissement, c'est un investissement sur la formation. Et avec peut-être une particularité, il y a une matière, à mon avis, qui va remonter en flèche et en puissance avec l'IA, à laquelle on ne pense pas, c'est la philosophie.
Il y a beaucoup de questions d'IA, questions de la reconnaissance des objets, de la reconnaissance de qu'est-ce que c'est que le réel, toutes les questions d'éthique. Il y a énormément de questions d'IA qui sont en fait des questions de philosophie qu'on se pose à peu près depuis Platon. Et donc voilà, une matière qui doit remonter en flèche dans tous les programmes, c'est la philosophie. Philosophie, Olga, qu'est-ce que vous en pensez? Nicolas dira un mot après. Allez, non, Olga. C'est moi qui donne la parole, Olivier. Olga. Avant de parler philosophie, juste pour rejoindre ce qui vient d'être dit aussi sur le fait qu'il faut introduire l'IA au plus jeune âge quelque part. À Hong Kong, et je pense que ça vaut la peine d'être redit, cette année, là, à la rentrée des classes, il y a 460 collèges publics à Hong Kong qui ont tous intégré l'IA dans leur programme, au collège. Donc, vous dites ça pour nous faire peur ou pour... Non, je vous dis que c'est un exemple qu'on pourrait peut-être reprendre. D'accord. Et un commentaire sur le coût. La licence à 12 €, moi je veux bien, mais 22. Ou 22. ChatGPT, c'est quelque chose on en utilise très peu à dessein dans l'entreprise pour des raisons de confidentialité. Donc oui, c'est des choses qu'on accepte d'être utilisées pour les départements juridiques, pour le département marketing, certaines choses comme ça. Après, c'est totalement interdit dans les domaines qui touchent aux clients et qui touchent à la R&D. Donc là, on est en train, évidemment, de créer de l'IA et de développer, en fait, des logiciels qui sont propriétaires ou alors qui vont faire partie d'un environnement dont on maîtrisera les personnes ou les entreprises qui feront partie de l'écosystème. Et je pense que c'est là où Nicolas, vous avez pris le micro pour un mot de la fin. Après, Emmanuel nous dira une conclusion. Tout le monde l'a répété, donc je vais le dire comme ça, je ne serai pas venu pour rien. L'important, c'est la formation. Donc, venez à Télécom Paris Executive Education pour former les personnes à l'IA. Angela Si est là, la directrice, elle pourra vous renseigner. Ça, c'est bien fait. Je ne m'attendais pas à ça de vous, Nicolas, mais c'est bien. Emmanuel, la philosophie, c'est vous, hein, Olivier, qui vous disiez finalement, au fond, l'IA, faut apprendre à la maîtriser, apprendre à s'en servir, et puis il faut refaire un peu de philo. C'est peut-être un peu le message qu'il faudra faire passer, la pluridisciplinarité, hein, c'est ce que vous avez dit, Vincenzo. Non, pour terminer avant la prochaine conférence, je suis convaincu qu'en effet, il y a des matières qui vont remonter en flèche comme la philosophie. Je pense que la formation participe à ce que le jeune se fasse aussi une idée du monde qui l'entoure et de la politique, de s'intéresser aux institutions politiques, etc. Et en fait, j'ai juste peur que l'IA, en fait, on va avoir concrètement des jeunes qui vont demander à ChatGPT pour qui voter. Et pour moi, c'était plus le rôle de la formation de faire ça. Enfin, pas conseiller politiquement, mais de donner les éléments pour se construire la réflexion, d'être autonome pour faire son choix politiquement. Et ça, je pense qu'il faut être très attention parce que c'est un rôle qui risque d'être volé et qu'on ne voit pas tout de suite par ChatGPT. Deuxième chose, pour conclure aussi... Dites un truc positif, c'est flippant là. Alors, c'est pas hyper positif, mais on l'a un peu évoqué, c'est l'impact écologique. C'est-à-dire qu'on est sur une génération qui n'est pas sensible, mais qui est imprégnée de l'écologie et qui sait qui connaît les entreprises et les écoles qui font semblant. Et ça, c'est réel aujourd'hui. Bien sûr, c'est l'impact, la consommation. Après, moi, je suis persuadé que ça reste quand même quelque chose de positif. C'est malgré, vous le savez peut-être pas, mais c'est quelque chose qui nous a aujourd'hui tous permis d'être là et de se connecter. Et le salon fonctionne grâce à de l'IA. Donc c'est aussi ça le principe. Et pour conclure, j'aime bien conclure en 3 fois. Bien sûr. Merci à toutes les intervenantes et les intervenants d'être là, mais aussi à toutes les écoles et les entreprises qui sont présents. Je reconnais des visages, ça me touche vraiment énormément et ça touche toutes les équipes. Et je pense que les milliers de personnes qui nous regardent sur les réseaux sont hyper contents de pouvoir avoir accès à des conférences de ce niveau de qualité. Donc merci aussi à toi, Gilbert, d'avoir préparé. Et vous allez voir, la prochaine conférence va être aussi très sympa avec des DRH. Et bravo, et je suis vraiment persuadé parce que en fait, c'est rare de voir des dirigeants qui ont autant compris les jeunes et cette génération qui évolue tellement vite et qu'un usage peut changer d'un trimestre à l'autre. Et en fait, c'est rare de voir des directions dans l'enseignement supérieur qui sont autant connectées aux étudiants et aux lycéens. Donc, félicitations et merci pour la qualité de ces échanges. Merci. Vous avez compris qu'Emmanuel conclut en plusieurs points. Merci Emmanuel. Bonne soirée à tous.